connaissez bien, Dr. O'Patterney, merci d'être là, et M. Daniel Paré. Tout d'abord, peut-être un petit peu sur la situation de la COVID en ce moment. La vague Omicron, c'est vraiment comme un raz de marée qui est en train de déferler sur tous les pays occidentaux, en Amérique du Nord, et le Québec n'y échappe pas. Je vous dirais que la situation en ce moment, elle est très, très, très difficile. Vous avez vu ce matin les dernières projections de l'INES qui prévoit une avalanche de nouvelles hospitalisations dans les prochains jours. On doit vraiment se serrer les coudes. J'aimerais commencer ce matin à faire le point notamment sur la situation épidémiologique. Bon, premièrement, pour ce qui est des cas, on sait qu'ils sont sous-estimés en ce moment et ce sera encore plus le cas avec les règles qu'on a annoncées sur les tests PCR, là, particulièrement pour les travailleurs de la santé. Mais même si le Québec teste beaucoup plus que les autres grandes provinces comme l'Ontario ou la Colombie-Britannique, il faut comprendre qu'on a une limite de capacité dans nos laboratoires. D'ailleurs, on a eu des enjeux avec nos fournisseurs de matériel. Considérant que les tests en centre de dépistage sont maintenant réservés à des groupes bien précis, puis là, je le répète, là, notamment nos travailleurs de la santé, on ne pourra plus se fier uniquement aux tests qui sont faits dans les centres de dépistage. Mais même si on n'a pas tous les tests, on se fie quand même, entre autres, au taux de positivité et qui est quand même un bon indicateur de la gravité de la situation. En ce moment, le taux de positivité, on est aux alentours de 30 %, ce qui est du jamais vu. Mais par contre, on va aussi rendre disponible dans les prochaines semaines, comme je vous l'avais expliqué rapidement la semaine dernière, une plateforme qu'on appelle d'autodéclaration, qui permettra de s'enregistrer soi-même le résultat de son test positif. Et ça, cette combinaison-là avec nos tests rapides, avec nos tests PCR, plus cette autodéclaration-là devrait continuer nous donner un bon indicateur. Ça va être en place, j'espère, la semaine prochaine. Nos gens travaillent là-dessus. Puis je le répète, ça va être aussitôt que ça va être disponible, on va vous informer. Et ce site-là sera disponible là, par le contact de québec.ca. Maintenant, la santé publique suit aussi une cohorte de cas parce qu'on n'est pas capable de faire l'analyse complète de tous les PCR, pour ce que je viens de dire. Par contre, la santé publique fait une espèce de petit échantillon sur une base hebdomadaire pour voir quel ordre de grandeur qu'on a. Donc, je le répète, on a une moins bonne visibilité de la situation épidémiologique, mais ça ne veut pas dire qu'on navigue à l'aveugle, parce que j'ai entendu souvent cette expression-là. Puis je vais parler justement de comment on travaille avec les hospices maintenant et comment on travaille aussi avec les soins intensifs. Sur les hospices, à tout le monde sait maintenant quand on parle des hospices, on parle des hospitalisations, on voit que ça continue d'augmenter. Je vous le dis là, ce matin, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir les détails qui sont sortis il y a quelques minutes, c'est plus de 400 personnes qui ont été hospitalisées en date d'hier. C'est la première fois qu'on atteint 400 par jour. Les prévisions de l'INES qui ont été publiées il y a quelques minutes nous amènent au moins à 3000 hospitalisations de courte durée et à environ à 400 aux soins intensifs pour la mi-janvier. Alors, vous les avez vus dans les projections, puis pour ceux qui ne les ont pas vus, là, on va vous laisser en prendre connaissance, mais on ne voit pas encore de plateau d'inflexion. Fait que non seulement on voit une augmentation, mais on n'a pas vu encore de plateau. Et, par contre, il est encore trop tôt pour voir les mesures qu'on a mises en place. Je prends juste une petite pause ici. Pardon, hier soir, on avait encore une discussion avec les gens de l'INES, puis ce qu'ils nous expliquaient, c'est que les mesures qu'on a mises en place, puis je pense entre autres au couvre-feu qui a été annoncé le 30 décembre, c'est quand même il y a 6 jours. On n'a pas vu l'effet de ces mesures-là drastiques sur les prévisions qui sortent de l'INES. Alors, ce qu'ils nous ont demandé, c'est de bien en tenir compte. C'est pour ça que j'informe la population, puis tous nos experts qui nous suivent, qu'en ce moment, les prévisions que vous voyez de l'INES, elles sont inquiétantes, mais ne tiennent pas compte en ce moment des dernières mesures qu'on a mises en place. Moi, ce que je crois, c'est qu'au cours des prochains jours, les différents scénarios vont être mis à jour
puis vous nous connaissez, la minute qu'on a une meilleure visibilité de l'impact des grandes mesures qui ont été prises dans les derniers jours, les prévisions de l'INES vont être mises à jour. Maintenant, l'autre préoccupation qu'on a, puis vous le savez, on voit non seulement l'augmentation, on voit l'augmentation du nombre de malades dans nos hôpitaux, je viens de le dire, mais on voit qu'on perd encore plus de personnel tous les jours. Donc, c'est la pire combinaison qu'on ne peut pas avoir, c'est qu'on a une augmentation du nombre de malades, puis on a une baisse du nombre de personnel. Le meilleur chiffre que je pourrais vous donner, là, pour être le plus transparent possible, c'est qu'on est rendu à estimer à peu près 20 000 employés du réseau de la santé qui sont absents en ce moment pour le COVID. D'ailleurs, c'est mon deuxième point. J'aimerais vous parler de la situation un peu plus en détail pour nos ressources humaines. Malgré les difficultés qu'on a, puis on le sait, là, je pense qu'on n'a plus besoin de s'auto-flageller, mais tout le monde est épuisé dans le réseau, puis avec raison, là, ça fait presque 2 ans que ces gens-là subissent cette tempête-là. Alors, on travaille en ce moment, puis c'est une des raisons pour lesquelles je voudrais que Dr. O'Patterney puisse vous donner un peu d'informations avec vos questions. On travaille pour avoir du personnel supplémentaire pour au moins se rendre à 2500 patients dans les 2 prochaines semaines. Vous avez vu, là, on est à 2000 ce matin avec les nouveaux chiffres. On a de la place pour aller avec d'autres niveaux. Dr. O'Patterney va vous l'expliquer. Mais en plus, ce que je suis en train de faire avec mes collègues du ministère du Travail et du Conseil du Trésor, là, vous les connaissez bien, M. Jean Boulet et Sonia Lebel, on est en consultation en ce moment avec les syndicats. Ça fait quelques fois qu'on leur parle justement dans les derniers jours pour qu'ils nous aident à aller chercher le personnel nécessaire qu'on a besoin pour au moins aller ajouter un autre 1000 lits supplémentaires. Et ça, j'aimerais dire que longtemps, on dit qu'on a un changement de culture à avoir. Le ton de nos discussions en ce moment est excessivement positif. Je ne veux pas dire qu'on va s'entendre sur tout, mais je pense qu'il y a vraiment un besoin d'avoir un partenariat qui tient compte de la gravité de la situation. Tous le reconnaissent et je le dis publiquement aujourd'hui que j'apprécie énormément le travail qui est fait en ce moment par nos représentants syndicaux pour trouver des solutions adaptées à la crise que l'on vit. J'aimerais aussi clarifier une situation, une précision, je devrais dire, sur les niveaux d'hospitalisation. J'ai dit tout à l'heure on a moins de données sur les cas, mais on est quand même très bien informé sur les hospices. Maintenant, vous avez entendu, puis je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est important de préciser qu'on a dit il y a des cas COVID qui rentrent à l'hôpital, que c'est les cas, on va l'appeler, c'est la nature principale de la maladie. Mais on a aussi dit qu'il pouvait y avoir un pourcentage assez élevé de cas qui viennent de façon secondaire. C'est-à-dire, vous avez donné, je pense, l'exemple l'autre fois d'une dame qui vient accoucher. Elle ne pensait même pas qu'elle a la COVID. Elle se fait tester à l'entrée de l'hôpital. Et tout à coup, on dit, bien maintenant, on sait que vous êtes COVID, mais on va vous accoucher quand même. Bien, on a regardé, là, puis ce pourcentage-là dans les cas des 2 dernières semaines, parce que vous savez que l'historique Omicron est quand même assez récente, c'est environ 40% des personnes qui sont entrées pour une autre raison. Ça serait très facile pour nous de dire, bien, écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas 2000 cas qu'on a, mais c'est 2000 cas moins de 40%. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Même si ces gens-là sont rentrés pour une autre raison, on va dire à peu près 800 personnes, ces gens-là, on doit les traiter différemment aussi. On ne peut pas, à Sainte-Justine, faire l'accouchement d'une femme enceinte qui est COVID dans une salle à côté d'une personne qui n'a pas la COVID. Alors, je le mentionne parce que, oui, vous entendez beaucoup cette discussion-là de cas COVID, non COVID, mais moi, ce que je vous dis, dans les 2000 hospitalisations que vous avez aujourd'hui, puis ça, Dr. O'Patterney pourra vous en plater, ça complique la tâche de notre personnel. Puis on a dit qu'on allait les traiter, on va les traiter, mais je vous dis que ça demeure très lourd d'avoir à traiter toutes les personnes, qu'elles soient rentrées pour une cause principale ou une cause secondaire. Je voulais juste donner ce point-là.
Maintenant, troisième point, sur la vaccination. Là, on met beaucoup de pression sur mon collègue ici à droite, là, pour mettre les bouchées doubles pour le plus rapidement possible. J'aimerais rappeler à tout le monde, je n'ai pas besoin de le dire trop longtemps, s'il y a une chose qu'on doit retenir du point aujourd'hui, c'est vaccination troisième dose. Là, comme promis, on a déjà atteint notre niveau de 100 000 vaccins par jour à quelques milliers près. Hier, je pense que c'était 95 000. Alors, on est rendu là. Je vous avais dit qu'au début de janvier, M. Parrain nous avait dit qu'il serait là. Il est là. Et c'est la meilleure façon de limiter nos hospitalisations. Bon, maintenant, Daniel pourra vous donner un petit peu plus de détails parce qu'on veut même aller plus que 100 000. 100 000 par jour. Alors, je vais lui laisser peut-être répondre à ces questions-là spécifiques. Maintenant, il y a une chose que je voudrais préciser. On est chanceux au Québec, là. Il ne nous manque pas de vaccins. Mais il y a un enjeu en ce moment, on n'est pas capable d'avoir et du Pfizer et du Moderna dans tous nos centres. Alors, je demanderais aux gens, là, parce qu'il y a à peu près une dizaine de pourcents de gens qui refusent de prendre le Moderna puis qui attendent le Pfizer. Je ne pense pas qu'on est là en ce moment. Je demanderai aux gens, les deux vaccins sont excellents. Ces deux vaccins ARN. Vous arrivez au centre de vaccination, si on vous offre un Moderna, il est aussi bon qu'un Pfizer. En ce moment, ne pas vacciner de troisième dose 10 de notre clientèle, je ne pense pas qu'on a les moyens de faire ça présentement. Maintenant, vous avez dit, et le premier ministre l'avait dit clairement la semaine dernière, qu'il y aurait des mesures sanitaires qui seraient différentes pour les non-vaccinés. Alors, la semaine passée, on a annoncé des mesures qui étaient très difficiles pour, je vais l'appeler les vaccinés, 90-92 de la population. Bien, cette semaine, on va annoncer des mesures pour les non-vaccinés. Donc, aujourd'hui, j'annonce que le passeport vaccinal sera obligatoire à compter du 18 janvier pour accéder à la SAQ et la SQDC. Les clients devront présenter leur passeport vaccinal en entrant dans ces établissements-là. J'espère que ce sera un incitatif additionnel pour certains d'aller chercher leur première dose. C'est un premier pas qu'on fait pour imposer des mesures aux non-vaccinés. Dans un contexte où ils ne sont pas vaccinés, ils doivent limiter leurs contacts. On doit malheureusement les protéger contre eux-mêmes et protéger notre réseau de santé. Et je vais vous dire une chose. Si les non-vaccinés sont mécontents de cette situation, il y a une solution très simple à leur porter, c'est de se faire vacciner, c'est gratuit et ça vous protège contre la maladie. Par contre, ce n'est pas terminé. Dans les prochains jours, on va ajouter des services ou des commerces non essentiels, comme par exemple les soins personnels, où le passeport vaccinal va être exigé. Il s'agit juste de donner le temps, les prochains jours, aux gens de l'industrie pour s'assurer de l'applicabilité de ces nouvelles mesures-là. Malheureusement, vous me voyez sur une base régulière, alors je vais revenir avec des dates plus précises quand on aura eu la discussion avec les gens de l'industrie. Je vais rappeler, par exemple, que cette limite-là qu'on va faire pour les non-vaccinés ne s'applique pas, entre autres, aux épiceries, aux pharmacies. On parle de services non essentiels. Maintenant, sur la troisième dose, dont on parle beaucoup. Et je fais le lien avec le passeport vaccinal. Pour les raisons que je viens d'expliquer, on va donner le temps aux personnes d'aller chercher leur troisième dose dans le mois de janvier, février, puis j'espère le plus rapidement possible avec ce que Daniel pourra. Donc, je veux avertir tout le monde aujourd'hui, soyons très clairs, on va élargir le passeport vaccinal à 3 doses. Soyons très clairs, là. Aujourd'hui, un passeport vaccinal est valide avec 2 doses. Au cours des prochains mois, je vous le dis, on n'a pas encore déterminé la date parce qu'on ne peut pas demander aux gens de répondre à une exigence si on ne les a pas donné la chance d'être vaccinés. Mais on va élargir le passeport vaccinal à 3 doses. Soyons très clairs. On discute en ce moment, entre autres, avec la santé publique, quand est-ce qu'on peut le faire. Je ne veux pas que les gens s'inquiètent. On n'imposera pas la troisième dose dans le passeport
tant que tout le monde n'aura pas eu le temps de se faire vacciner. Donc, la pression est sur Daniel. En conclusion, je le fais régulièrement, mais étant donné tous les sacrifices que les Québécois font en ce moment, je veux les remercier parce que je sais que c'est pas facile. Je lis les journaux comme vous, je sais ce qui est en train de se passer, les gens sont tannés. Mais on espère sincèrement, que les mesures qu'on a mises en place la semaine dernière permettront de diminuer les cas et limiter le plus possible l'impact sur les hospitalisations puis notre système de santé. Je le répète, on va travailler avec nos partenaires, notamment avec les syndicats puis nos employés, pour trouver des solutions pour ramener du personnel. Car la situation dans les prochaines semaines, elle va être critique. Rappelez-vous, première vague, il nous manquait 12 000 personnes et le système de santé n'était pas dans l'état qu'il est aujourd'hui. Je vous dis aujourd'hui, c'est 20 000 personnes qui manquent. Alors donc, on va continuer de s'ajuster, on va continuer d'agir pour minimiser l'impact sur notre personnel et je veux rassurer les Québécois que nous allons tout faire. Et je le dis, on va tout faire pour nous sortir le plus rapidement possible de cette situation-là qui est très difficile. And if you allow me, I'll say a few words in English. Quelques mots en anglais, si vous le permettez. La prévision que vous aurez vue ce matin peut-être nous montre qu'à court terme, donc sur 2 semaines, que les hospitalisations devraient atteindre jusqu'à 3 000 et 400 personnes aux soins intensifs. Donc pour la mi-janvier. Donc, nous travaillons à obtenir du personnel supplémentaire pour pouvoir traiter plus de 2500 patients dans les semaines à venir, afin de respecter les prévisions des experts. Avec mon collègue du Trésor et du ministère du Travail, nous sommes en consultation avec le syndicat afin de trouver les ressources humaines nécessaires pour pouvoir rouvrir au moins 1000 lits de plus. J'aimerais également clarifier ce que c'est que le niveau d'hospitalisation. Nous pouvons maintenant établir l'hospitalisation pour laquelle la COVID est la raison principale. Donc, ceux qui entrent à l'hôpital pour d'autres raisons. Mais donc, il nous faut encore nous occuper de ces gens-là. Et cela fait subir beaucoup de pression au réseau de la santé. Pour ce qui est des mesures sanitaires et du passeport vaccinal, nous avions également dit que nous allions rajouter des mesures pour les non-vaccinés. Donc aujourd'hui, j'annonce que le passeport vaccinal sera maintenant exigé dès le 18 janvier pour accéder à la SQDC et à la SAQ. De plus, le passeport vaccinal sera prolongé ou étendu à des commerces non essentiels dans les semaines à venir et nous allons vous y revenir après avoir échangé avec l'industrie pour s'assurer que la date qui sera sur la table sera applicable. Et enfin, j'aimerais rassurer les gens que oui, c'est difficile ce que nous vivons, mais nous prenons toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que nous puissions minimiser l'impact sur notre personnel, sur notre système de santé, et que nous allons traverser cette épreuve ensemble. Merci. Alors, on va prendre les questions sur place en français en premier, après ça, on va aller en virtuel en français, puis après ça, on va revenir en anglais, on va faire la même chose en anglais. Donc, micro numéro 1. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5 Cogeco. On avait parlé il y a plusieurs mois de rattrapage de tout le délestage qu'on avait fait. On comprend qu'à l'heure où on est aujourd'hui, on oublie ça. On a besoin de combien de personnes pour être capable de revenir à un niveau, je dirais, fonctionnel, là, avec les 20 000 qui manquent, vos espoirs d'aller en chercher des nouveaux avec les accords avec les syndicats, c'est quoi la meilleure possibilité qu'on a d'aller chercher du nouveau personnel? Lucie, voulez-vous commencer? Alors, c'est sûr qu'en ce moment, on est plus en train de faire un délestage et non pas un rattrapage. Un délestage qui risque très fortement de s'accentuer dans les jours et les semaines qui suivent.
Pour avoir un rattrapage, il y a 2 éléments nécessaires. De un, il faut avoir moins d'occupation de nos lits réguliers avec les patients COVID pour être en mesure de recommencer à hospitaliser ceux qui sont là pour d'autres raisons. Et comme vous le mentionnez très bien, d'avoir un retour des travailleurs. Il faut voir quand même que avant mars 2020, on avait 17 000, à peu près 17 000 lits de courte durée. On est rendu à peu près 12 000. Alors, il y a une baisse importante en lien avec le manque de ressources humaines de notre capacité totale hospitalière. Sous-question? En suivi, oui. Vous parlez des nouvelles obligations de passeport vaccinal, SEQ, SQDC. Le 18 janvier, on dirait que c'est l'année prochaine, à chaque jour, on bat des records. Vous dites, M. Dubé, que le plateau n'est même pas encore atteint. Vous donnez beaucoup de temps aux non-vaccinés pour faire leur provision. Bien, écoutez, j'ai eu je vais vous le dire très franchement, là, je pense qu'on donne le même temps à nos 2 sociétés d'État de s'organiser un peu comme on l'avait fait avec les restaurants la première fois. Rappelez-vous qu'il faut avoir de matériel pour tester à la porte. Il faut être capable de s'assurer que ça va se faire correctement. Est-ce que, je n'ai parlé d'ailleurs au ministre Girard, qui est responsable de ces 2 sociétés d'État-là. Ils vont le faire le plus rapidement possible, mais il faut leur donner le temps de le faire. Mais j'avertis je profite de votre question, là, puis merci encore d'être là, Mme Guillemette, là, mais je veux juste être très clair, c'est pas les derniers, là. On est en train de discuter avec l'industrie pour que l'ensemble des services non essentiels soient impactés par cette mesure-là. Alors, on est en discussion avec eux pour voir ça va être quoi la date d'application. Oui, Gabrielle Proulx de Radio-Canada. En fait, dans le monde de la santé, M. Dubé, on dit que l'isolement du personnel, ça fait plus de mal au réseau que le variant Omicron ou Delta. Donc, vous avez déjà réduit la période d'isolement de 10 à 5 jours. Qu'est-ce que vous comptez faire de plus là, pour amener des gens dans le réseau? Est-ce que vous voulez faire appel aux infirmières du privé ou faire appel aux médecins spécialistes en renfort? Bien, je vais vous dire qu'on regarde toutes les solutions en ce moment. Je dois dire que les médecins spécialistes ont répondu très bien. Je pense que Daniel pourrait me confirmer, mais il me semble que tu me disais au moins 500 spécialistes qui sont venus, ce qui est énorme. On cherchait 500 personnes pour la vaccination, puis juste du côté des médecins, on en a eu 500. Ça fait que je tiens à les remercier d'être là. Sur les mesures, il faut bien comprendre que on a 20 000 personnes absentes pour raison de COVID. Et si je suis un gestionnaire, bien, je donnais à cette personne-là 10 jours après les symptômes pour revenir. Là, ce qu'on a dit, en autant que les symptômes ne soient plus là, on va baisser ça à 7 jours. Dans le reste de la population, pour l'ensemble des travailleurs, c'est 5 jours. Mais là, on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Là. Je veux dire, on vient de sortir cette mesure-là, qui d'ailleurs, elle est partout en Amérique en ce moment. C'est pas juste au Canada, c'est en Ontario, c'est chez nous. Donc, on n'a pas vu encore l'effet de ça, d'être capable. Mais est-ce que ça va nous permettre de revoir 2 000, 3 000, 4 000 personnes? Puis ça va bouger dans le temps, parce qu'au fur et à mesure, oui, on a beaucoup de gens qui sont touchés, mais à un moment donné, ces gens-là vont passer leur délai de 5 ou 7 jours. Fait qu'on n'a pas vu encore le bénéfice de cette mesure-là. C'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Okay. J'ai une toute petite question pour Mme O'Patterney. En fait, pouvez-vous nous faire un peu un portrait du délestage dans les différentes régions au Québec? Il y a certaines régions qui sont déjà, qui demandent à passer au niveau 4, là, au niveau maximal de délestage, mais qu'en est-il des autres régions dans l'ensemble du Québec? Peut-être avant ça, je vais juste rectifier que j'avais dit 17 000 lits au mars 2020, c'était plus 15 000 lits. Mais pour revenir, effectivement, ce qu'on fait, c'est nous avons des réunions hebdomadaires ou plus au besoin avec tous les CCCIUS pour mieux comprendre leurs enjeux. Et le délestage 1, 2, 3, 4 sont en lien avec en partie leur poids COVID, mais aussi en partie avec l'absentéisme qui peut être imprévisible. On peut tout d'un coup avoir un secteur avec l'absentéisme.
En termes de liste des 32 CCCIUS et où sont les niveaux de délestage, ça prendrait un petit peu de temps, mais on pourrait voir comment peut-être partager quelle région est à quel niveau avec vous, parce qu'on a quand même une liste de où sont, mais je dirais la majorité sont au niveau 3. Il y en a même, par exemple, l'Estrie, les Laurentides qui sont plus un 3+, entre un 3 et un 4. Mais avec les jours qui s'en viennent, il y en a de plus en plus qui vont aller vers un niveau de délestage 4. Mais un niveau de délestage 4 ne sera pas assez pour aller chercher la capacité hospitalière qu'on va avoir besoin pour traiter tous les patients qu'on va avoir dans les semaines qui suivent. Alors, je préfère peut-être vous donner une liste avec le niveau de délestage par région. C'est plus facile que de faire ça verbalement en ce moment, mais ce n'est pas assez pour passer les prochaines semaines. Merci. Merci beaucoup. Prochain journaliste. Bonjour à tous, Léa Carré, journaliste à la presse. On connaît le statut vaccinal des hospitalisations qui nous montre que les personnes non vaccinées sont beaucoup plus à risque d'être hospitalisées. Pourquoi Québec ne veut pas dévoiler le statut vaccinal des personnes qui décèdent malheureusement de la COVID-19? Bien, écoutez, premièrement, on est en train de faire un pairage. Vous allez voir, je pense qu'aujourd'hui ou demain, c'était une question d'heure. Est-ce qu'on va ajuster notre sommaire exécutif qui est publié par Santé Québec là, pour donner encore plus d'informations sur le statut vaccinal pour qu'on puisse passer des cas aux soins intensifs. On est en train de faire ça. Là. Vous savez que notre responsable des données au ministère, M. Kobrinski, disons qu'il y en a pas mal dans sa soupe en ce moment, mais je vous dirais que j'espère que dans les prochaines heures, prochains jours, on aura un peu plus d'informations qui nous viennent. Toujours un peu compliqué, là. Je ne veux pas vous rentrer dans le détail, mais il y a des données qui sont avec l'INSPQ, il y a des données qui sont avec le ministère. Il faut faire le pairage, le maillage de ces données-là. Mais on va l'avoir parce que j'ai insisté pour qu'on puisse avoir cette information-là. Merci. Et plus tôt cette semaine, le CIS de la Mauricie a fait appel à l'armée pour venir aider dans les hôpitaux. Est-ce que Québec prévoit déjà de faire une demande similaire pour d'autres hôpitaux de la province? Peut-être, Daniel, je te laisse répondre sur l'armée. Deux choses. Au niveau de la vaccination, comme vous savez, il y en aura plus de 300 militaires là, qui vont venir aider, notamment là, dans la région de Montréal. Ils sont déjà déployés. Il y a un autre déploiement là, qui est en train de se planifier. Pour votre question le plus spécifique au niveau d'aller aider pour les soins, effectivement, là, cette demande-là est en analyse présentement. OK. Est-ce qu'on connaît les régions? Non, ça fait partie justement de l'analyse. Dans le fond, il y a une cahier de données qui se fait s'il y a des régions qui auraient des besoins spécifiques par rapport à ça, pour faire une demande colligée, coordonnée. Merci. Parfait, merci. Alors, on va passer maintenant aux questions en ligne. Alain Laforêt. Hello. Alain, démuter ton micro. Oui. Fanny, est-ce que c'est M. Laforêt, peut-être? Oui, c'est M. Laforêt, oui. OK, peut-être que son micro est fermé. Oui, non, il est ouvert. Il est ouvert, OK. Je vais en profiter. En fait, là, si vous voulez poser des questions en ligne, juste levez votre main. Ça va établir un ordre de prise de parole. On va faire ça en français en premier. Alain? OK, bon, on va passer au suivant, puis on va revenir à Alain ensuite. Donc, Geneviève Lajoie. Bonjour. Bonjour, monsieur, madame. En restreignant l'accès à certains commerces aux non-vaccinés, la liberté finalement aux non-vaccinés, c'est quoi l'objectif? Parce qu'on sait qu'il y a un politicien qui a récemment dit que son but c'était d'emmerder les non-vaccinés. Je voudrais vous entendre, monsieur Dubé, là-dessus. C'est quoi l'objectif? Quel effet ça peut avoir sur la courbe des hospitalisations et des cas? Bien, pour moi, il y a deux objectifs au moins. Le premier, c'est de limiter les contacts. Je pense qu'il faut vraiment, là, je comprends qu'on pourrait être tenté de dire que ça serait plaisant de les emmerder. Là. Je pense que c'est M. Macron à qui vous référez. Là. Mais moi, je pense que le premier objectif, c'est de limiter les contacts. Puis le deuxième objectif, c'est de les protéger contre eux-mêmes. Parce qu'en ce moment, écoutez, là,
je vais être très, très clair, là, puis vous allez le voir, on va le mettre dans le sommaire exécutif de ce que je parlais. C'est rendu que c'est plus que 50% des non-vaccinés qui sont aux soins intensifs. Si on enlevait les non-vaccinés de notre système hospitalier en ce moment, Dr. O'Patterney ne serait pas assis ici aujourd'hui. Je vais être très clair, là. Alors, s'ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, on va les protéger contre eux. Puis, on va s'assurer qu'ils comprennent très bien que s'ils ne veulent pas se faire vacciner, bien qu'ils restent chez eux. Merci, M. Dubé. Peut-être, ce matin, l'INES a dit ne plus être en mesure de prévoir adéquatement là, les lits d'hospitalisation puisqu'on n'a plus les chiffres adéquats du nombre de cas, en fait. Je comprends qu'il y aura un formulaire d'autodéclaration, là, mais bon, je ne sais pas si vraiment tout le monde va le faire. Donc, sur quoi on va se fier dorénavant pour imposer les mesures sanitaires, mais surtout pour les enlever? OK, c'est intéressant. Je vais essayer de garder ça simple parce que je peux vous dire qu'on en a beaucoup d'experts alentour de la table qui nous font des prévisions. On a deux types de prévisions avec lesquelles on travaille depuis plusieurs mois. Il y a les prévisions de l'INES qui se sont toujours concentrées sur les hospitalisations et les soins intensifs. On a les prévisions qui nous viennent de l'INESPQ qui sont, entre autres, propulsées par le travail du docteur Brisson de l'Université Laval, qui, lui, a un modèle très, très, très détaillé. Mettons l'INESPQ de côté. Le travail qui nous vient de l'INES prend les hospitalisations qu'on a eues jusqu'à maintenant et dit si la tendance se continue, puis tenant compte de vos nouvelles mesures, on va prévoir les hospitalisations. Ils n'ont pas besoin d'avoir les cas pour être capable, donc je répète, l'INES n'a pas besoin d'avoir les cas pour être capable de faire les simulations qu'ils font. C'est sûr que ça aide parce qu'on est capable de dire, bien écoutez, on avait tant de cas il y a quelques semaines, puis voici comment ça a donné. Mais de faire les prévisions des hospitalisations, les cas ne sont pas nécessaires. Ce qui est important pour nous, c'est de comparer les deux données, c'est-à-dire les données de l'INESPQ et de l'INES, puis s'assurer qu'ils nous arrivent aux mêmes conclusions. On a obtenu, dans les derniers jours, la version de l'INES. On va obtenir, dans les prochains jours, la version de l'INESPQ avec le docteur Brisson. Mais ce qu'on peut vous dire, qu'on soit à 2500 ou à 3000, en ce moment, c'est tellement grave qu'on aimait mieux être transparent puis vous dire, dans quelques jours, comme je l'ai mentionné tantôt, j'espère que les prévisions viendront monter une cassure, étant donné la gravité des mesures qu'on a mises en place, dont le couvre-feu. Mais je pense que nos deux groupes peuvent continuer à travailler, malgré le fait qu'on a moins d'informations sur les cas. Voilà. On va réessayer. Alain Laforêt. On va passer au suivant. J'espère que vous avez accès à l'Internet haute vitesse, Monsieur Laforêt, dans votre région. Je connais votre région, fait que j'espère que ce n'est pas un problème d'Internet à haute vitesse. On va revenir. C'est pas grave. On continue. Okay. Donc, on va dépenser avec Simon Bourassa. Oui, bonjour. Peut-être pour le docteur O'Patterney, concernant la statistique suivante, voulant que 50% des lits réguliers seraient occupés par des gens qui sont déclarés positifs mais ayant reçu un diagnostic secondaire, est-ce que ces gens-là ont attrapé la COVID à l'hôpital ou ils se présentent à l'hôpital en ignorant qu'ils sont positifs? Oui, il y a plusieurs questions dans votre question. Il faut diviser les patients entre ceux qui sont en courte durée versus ceux qui sont aux soins intensifs. Ceux qui sont aux soins intensifs, c'est plus autour de 90% qui sont là avec le COVID pour le COVID. La situation est très différente en courte durée où le pourcentage est, comme vous le mentionnez, plus alentour de 40 ou même jusqu'à 50%. Alors là, la réponse à votre question, c'est que la majorité, ils l'ont eu dans la communauté parce qu'il y a une contamination importante en ce moment. Ils rentrent à l'hôpital pour un diagnostic autre
Et comme il y a un dépistage systématique pour tout patient qui rentre à l'hôpital, on trouve qu'ils ont le COVID, en plus, comme un diagnostic secondaire. Maintenant, comme a dit le ministre, c'est difficile de savoir exactement comment le comptabiliser et avoir une approche, parce qu'en même temps, on ne peut pas dire que le poids de ces patients-là, c'est le 1700 quelques qu'on a. En même temps, on ne peut absolument pas simplement les éliminer et dire, mais finalement, le poids est beaucoup moindre, parce qu'il y a quand même tout un enjeu organisationnel, prévention des infections qui est alentour des soins de ces patients-là, qui peuvent aussi rajouter une complication pendant leur séjour, même s'ils ont rentré pour un diagnostic autre au début. La réponse à votre question, c'est que la quasi-totalité, ils l'ont attrapé dans la communauté avant de rentrer à l'hôpital. Parfait, merci. Puis, question pour Monsieur le ministre. Hier, le docteur Arruda affirmait que, bon, on n'oblige pas le N95, ou du moins, on n'en distribue pas dans les écoles parce que, bon, il est apparemment aussi efficace que le masque de procédure. Et c'est pas une question d'approvisionnement en N95. Êtes-vous en mesure de confirmer qu'on a suffisamment de masques N95 au Québec présentement et pour les prochaines semaines? Est-ce qu'il s'en vient? Oui, c'est sûr que la réponse est oui. On a répondu à ça. Puis si Daniel, tu veux compléter, mais deux choses. La minute qu'on a reçu la recommandation de l'INES, je m'excuse, de la CNESST, des fois je me mêle dans les expressions, la minute qu'on a reçu la recommandation de la CNESST que les travailleurs de la santé devaient avoir les masques 95, on s'est assuré qu'on avait les réserves nécessaires pour passer à travers les prochains mois. Alors, il n'y a pas de question. Tous les travailleurs de la santé qui ont besoin du N95, il va être disponible. Il a même déjà commencé à être distribué. C'est une question. Là. Daniel, je ne sais pas si je suis à la bonne place. Bien, je vais dans le même sens que vous, M. Dubé. Là, en termes d'inventaire pour les prochains mois, on a tous les inventaires possibles avec les scénarios du pire. Et en plus, aussi, notre centre d'acquisition gouvernementale continue de faire ses acquisitions. Et on sait que maintenant, aussi, on a des fournisseurs québécois au niveau de N95 qui, eux aussi, là, en produisent chez nous. Donc, pas d'enjeu à ce niveau-là. On va réessayer. Alain? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Oui, on t'entend. Alors, l'adage est respecté, jamais 203. Dr. O'Patterney, j'aimerais juste revenir, là, si vous êtes capable de l'expliquer sans trop utiliser de mots techniques. Vous avez parlé tout à l'heure de délestage niveau 4 qui ne serait pas suffisant. Qu'est-ce que ça signifie pour les gens qui nous écoutent? Et je pense entre autres à M. Nicolas Lortie. Un niveau de délestage 4, il y a tout un tableau qui décline secteur par secteur. Qu'est-ce que ça veut dire pour se rendre à niveau 4 de délestage? Prenons par exemple chirurgie. À niveau 4, qui est quasiment 20% d'un volume normal de chirurgie, il y a même des chirurgies cardiaques on dit P4, P5 qui sont mis à côté. Il y a même des cancers comme le cancer de prostate qui, dans quelques cas, est peu urgent, qui est mis à côté. Alors, un niveau de délestage 4 est quand même un délestage qui est assez sévère. Et on ne peut pas être dans ce beat-là pour un temps indéfini. Mais quand on déleste, ce que ça fait, c'est deux affaires. Ça nous libère des lits hospitaliers pour rentrer les patients avec le COVID et également, ça libère du personnel pour les réorienter vers autre chose. Mais le délestage de niveau 4 dans tous les secteurs ensemble ne va pas libérer ni assez de personnel, ni assez de lits pour traiter tout ce qu'on voit que l'INES prévoit comme besoin dans les 2 prochaines semaines. C'est pour ça que le ministre a mentionné qu'il faut, et on travaille activement avec le réseau, avec les syndicats, de trouver comment réouvrir une partie des lits qui sont fermés. Parce qu'en plus de délestage, il faut voir comment trouver une façon de réouvrir une partie de lits fermés pour traiter tous ceux qui ont besoin d'avoir un traitement dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien. Ma deuxième question.
Si on considère, Dr. Opaterny, les non-vaccinés, ils représentent quel pourcentage d'occupation de lit, tant aux soins réguliers qu'aux soins intensifs, et quel effet ils ont sur ce délestage-là? Comme Monsieur le ministre a indiqué, dans les soins intensifs, les patients non vaccinés constituent à peu près la moitié de personnes qui sont aux soins intensifs. Ce pourcentage-là est moindre dans les lits de courte durée. Encore une fois, probablement en partie parce qu'il y a un nombre important de patients qui sont très peu ou pas symptomatiques grâce à leur statut vaccinal, qui sont là pour une autre raison. Alors, le poids, c'est que ils sont là de façon très démesurée. Juste 10 % de la population, mais beaucoup plus de lits. En plus de ça, ils sont moins jeunes. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est des personnes de 20, 30, 40 ans non vaccinées. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est vu chez la population qui est vaccinée du même âge. Alors, le poids, c'est vraiment sur plusieurs différents éléments. Excellent, merci. Alors, on va passer à Marie-Ève Cousineau du Devoir. Oui, bonjour. Il se peut que vous entendez la fille pleurer. Là, je suis en télétravail. Donc, oui, donc j'ai deux questions. Une première question pour M. Dubé. Vous avez mentionné qu'il y avait des discussions avec les syndicats, justement, parce que bon, le niveau de délestage 4, c'est pas suffisant pour pouvoir, justement, là, répondre aux besoins de la population. Quelle est la nature de ces discussions-là? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? En quoi là, les syndicats peuvent vous aider? Bien, écoutez, c'est sûr que peuvent nous aider comme sur plusieurs points, de nous aider notamment au niveau de la vaccination. Je pense qu'on leur demande en ce moment de nous aider à avoir un discours très positif par rapport à la vaccination parce que c'est la première chose qui peut nous aider à très, très, très court terme, là, étant donné la vitesse à laquelle on vaccine. Si on était capable d'accélérer, ça peut nous aider aussi. Puis je pense qu'on va pouvoir s'entendre là, sur des sorties communes, je pense qu'il aiderait beaucoup, j'espère, dans les prochains jours. Deuxièmement, je l'ai dit que ça prenait un changement de culture. On aimerait ça le faire dans un contexte autrement, mais des fois, la pandémie nous permet, puis je le cache pas, là, de travailler autrement, comme on le fait, peut-être autrement qu'on le fait dans le passé. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'appui de mes deux collègues. Là, je l'ai dit tantôt, Maître Lebel et M. Boulay. On a eu dans les derniers jours quelques rencontres. On en a encore une demain. Je pense que vous allez comprendre que par respect pour eux, puis par respect pour leurs membres, là, on est en train de regarder ce qu'on peut faire ensemble. Mais je pense que tous, autant du côté patronal que du côté syndical, tout le monde réalise maintenant la gravité d'avoir plus de 20 000 personnes qui sont absentes. Alors, je pense qu'on a un objectif, c'est de ramener du monde pour être capable de passer à travers les prochaines semaines. Voilà, c'est ça. Ma deuxième question est pour Dr. Opaterny. Bon, l'INES prévoit là, que plus de 400 lits vont être occupés aux soins intensifs d'ici les 2 prochaines semaines. On a toujours dit que le protocole de priorisation des soins aux soins intensifs était encore loin, là, qu'on n'en était pas là. Où est-ce qu'on en est actuellement avec justement là, potentiellement plus de 400 lits occupés au cours des 2 prochaines semaines? Alors, on n'est pas prêt d'utiliser le protocole de priorisation. Mais j'avais tantôt mentionné le nombre de lits fermés en courte durée. Si on regarde aux lits de soins intensifs, c'est également important de constater que avant la pandémie, mars 2020, on était à 1200 lits de soins intensifs. On est rendu à 800. Alors maintenant, ce que ça veut dire, c'est que les 400, quand on va se rendre à 400, ça veut dire qu'un lit sur 2, si on n'ouvre pas d'autres lits de soins intensifs, sera occupé par quelqu'un avec le COVID. Ça donne très peu de marge de manœuvre de traiter tous ceux qui ont besoin des soins intensifs pour toutes les autres raisons au Québec. Alors, ce pourcentage-là est encore
plus que le pourcentage de lits de courte durée qui seraient occupés avec les prévisions de l'INES. Alors, à vrai dire, on travaille très fort avec le réseau pour pousser et réouvrir plus, de voir comment créer une capacité aux soins intensifs, parce qu'il y a des choses qui simplement ne peuvent pas attendre et pour lesquelles on a besoin de ces lits-là. Je vous remercie beaucoup. Alors, après, c'est Frédéric Lacroix-Couture de La Presse. Puis après ça, on va aller en anglais. Oui, bonjour à vous trois. Ma question est peut-être plus pour M. Dubé. Je voulais vous entendre sur la situation dans les CHSLD actuellement. En date du 4 janvier, on rapportait plus de 1500 cas actifs, près d'une quarantaine de décès, et on considérait qu'il y avait 17 centres d'hébergement qui étaient en zone rouge. Quelles mesures sont prises en ce moment là, pour freiner les éclosions dans les centres d'hébergement, et qu'est-ce que vous faites de différemment par rapport à la première vague? Bien, c'est sûr que la situation est très différente de la première vague. Par contre, on suit ça de très proche. Là. Vos statistiques sont bonnes. On est transparent quant au nombre de CHSLD, entre autres, autant privés que publics qui sont affectés. Là. Je pense que j'ai regardé encore hier les statistiques avec Daniel Desharnais, mais il y a deux grandes différences. Au niveau des équipements de protection, au niveau des ce qu'on appelle de la PCI, là, le système de protection et de contrôle des infections, le fait qu'on ait maintenant un responsable dans chacun des CHSLD nous permet d'avoir tous les jours un état exact de la situation, ce qui se passe. C'est sûr que oui, il y a des éclosions, on ne peut pas le cacher. La contagion, elle est communautaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart de nos patients en CHSLD sont triple vaccinés. C'est pour ça qu'on a mis la priorité. Alors oui, il y en a qui contractent la maladie. Malheureusement, pour certains, leur système immunitaire est plus faible que quelqu'un de 20 ou 30 ou 40 ans, mais on a réussi quand même à limiter l'impact de la maladie à cause de la vaccination, mais aussi des PCI et des contrôles qui sont là. Maintenant, on a demandé, pour pas que les situations qu'on a vues dans la première vague se reproduisent, malgré tous les efforts que je viens de vous dire, on a quand même maintenant des équipes de vigie qui vont sur place. On a une trentaine de CHSLD sur un peu plus de 400 qui sont ce qu'on appelle en zone rouge, c'est-à-dire qu'il y a plus que 15 de cas sur la population du CHSLD. Et dans ces CHSLD-là, même si le représentant local nous dit que ça va, on envoie des gens pour s'assurer que ce qu'on entend, qu'ils nous viennent d'un gestionnaire privé ou public, est la réalité, et on ajuste les services qu'on peut donner. C'est pas facile, mais on s'assure que l'information qu'on reçoit, elle est véridique et à propos. C'est tout. Parfait, merci. Et combien manque-t-il d'employés dans les CHSLD actuellement, là, en chiffres et en pourcentage? Bien, c'est ce qu'on a demandé. On a une sous-ministre, Mme Doyon, qui fait un travail fantastique en ce moment, qui est arrivée là, à mettre à jour maintenant sur une base régulière le 20 000 personnes qui nous manquent. Là. C'est sûr que ça inclut les personnes qui sont dans les CHSLD. Et pour nos discussions que l'on a en ce moment avec nos PDG, on va préciser le chiffre. Là. Je ne peux pas vous dire exactement comment il en manque dans les CHSLD quand même, mais ça fait partie du 20 000 personnes. Et aussitôt qu'on va avoir des retours de personnel, bien, c'est sûr que la priorité est au CHSLD pour être capable de s'assurer que les gens continuent d'avoir la qualité de service auquel ils doivent s'attendre, surtout dans ceux où on a eu des éclosions un peu plus importantes, là, celles qui ont, par exemple, 15 et plus. Parfait, merci. Alors, on passe en anglais. Dan? Parlez-nous, s'il vous plaît, des 20 000 travailleurs et travailleuses de la santé qui manquent. Est-ce que c'est tous des Covidiens? Est-ce qu'il y a de l'épuisement professionnel? Réponse. En plus de la COVID, si vous incluez l'épuisement professionnel, les gens qui sont sur l'assurance emploi, nous avons plus de 50 000. J'ai toujours maintenu, savez-vous, que même avant ce tsunami de Omicron, il nous manquait 50 000 personnes qui étaient en congé d'un
type ou l'autre, donc les chiffres sont cumulatifs. Question, quant à la SAQ et la SQDC, pensez-vous que cela va avoir un effet sur le portrait épidémiologique? Réponse. Écoutez, je ne vais que vous dire que c'est un début. C'est parce que on a commencé là parce que ce sont deux sociétés que nous contrôlons. Et nous envoyons un message clair ainsi. Ce ne sera pas les deux derniers, incitatifs. Donc, les centres commerciaux, tous les services non essentiels, nous voulons prendre le temps avant de les annoncer pour que ce soit fait dans la collaboration avec les commerçants. Mais aux non-vaccinés, le message, c'est que si vous êtes non-vacciné, restez chez vous. Question. Est-ce que le passeport vaccinal exigera une 4e, 5e, 6e dose? Réponse. Commençons donc avec la 3e. Je pense que c'est tout à fait clair, mon cher monsieur, que quand nous constatons la situation, aurons-nous une autre lettre grecque qui va s'enfiler en avril ou en mai pour se rajouter à Omicron? Écoutez, nous avons pris les mesures nécessaires et cela a fonctionné depuis l'été dernier jusqu'à il y a quelques semaines avant que ce raz-de-marée Omicron n'arrive et nous sommes prêts à utiliser le passeport vaccinal pendant les 12 prochains mois, tout du moins. Donc, la 3e dose sera incluse dans le passeport et il nous fallait être prêts pour cela. Alors, vous voyez ici le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est accompagné de Daniel Paré et de Lucie Paterny, donc, qui sont directeurs généraux de la gestion opérationnelle de la pandémie et sous-ministre adjointe pour le ministère de la Santé. Donc, ces 3 personnes qui répondent aux questions des journalistes parce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait le point ce matin sur la pandémie au Québec et il ajoute des mesures, donc des restrictions pour les personnes non vaccinées. On sait qu'à partir du 18 janvier, les personnes, tous les Québécois devront montrer leur passeport vaccinal pour entrer dans les SAQ et les SQDC. Donc, on ferme les portes aux non-vaccinés. Il y aura également d'autres lieux comme ça où il faudra présenter le passeport vaccinal. On a parlé, par exemple, des commerces ou encore des services personnels. Donc, on pense aux soins esthétiques, on pense aux coiffeurs, par exemple. Il faudra présenter éventuellement un passeport vaccinal. Il y a eu toute une justification pour cela. Le ministre de la Santé a expliqué que, bien sûr, il y a ce tsunami de cas d'Omicron qui déferle sur le Québec. Il y a également les hospitalisations qui sont en hausse. Il y a des projections qui sont très inquiétantes. On perçoit que la capacité hospitalière au Québec ne pourra pas répondre donc à ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On a également parlé d'une plateforme d'autodéclaration. Donc ça aussi, c'est des informations qui vont venir dans les prochains jours, nous a promis le ministre de la Santé, Christian Dubé. Revenons sur ces nouvelles mesures. Donc, il va falloir présenter un passeport vaccinal pour aller à la SAQ et la SQDC. Adi, vous êtes à Québec, vous avez posé la question à des gens et ça fait déjà réagir. Écoutez, Carla, aussitôt que la nouvelle est tombée, on est allé à la rencontre des Québécois pour savoir ce qu'ils en pensaient. Alors, je le rappelle, à compter du 18 janvier prochain, le passeport vaccinal sera exigé pour entrer à la SQDC ou encore dans une succursale de la SAQ, comme vous la voyez derrière moi. Je me trouve actuellement sur la 3e avenue dans le quartier Limoilou. Et de façon assez unanime, Carla, les personnes à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit qu'elles étaient en faveur de l'élargissement du passeport vaccinal dans les SQDC et la SAQ, mais une limite qu'on ne voudrait pas voir être franchie. C'est ce que certaines personnes m'ont confié. Laquelle, on ne voudrait pas, par exemple, que le passeport vaccinal soit exigé dans les épiceries ou encore dans les stations-service, parce qu'on craint que ça puisse raviver des tensions dans certaines familles. C'est ce qu'une dame m'a confié. Alors, je laisse entendre plusieurs réactions qu'on a recueillies il y a à peine quelques minutes ici. Trouvez-vous que le gouvernement va trop loin en l'exigeant pour la SQDC, la SAQ? Je pense qu'il fait de son mieux. Bien, ce serait bien que tout le monde soit vacciné. Moi, je suis pas loin de 70 ans, fait que je me dis, on prend pas de chance. Le gouvernement va pas trop loin avec cette mesure-là? Pas encore. Oh, on peut aller plus loin? Bien, là, je sais pas quoi à venir, mais déjà là, ça va être une bonne base. Je pense que oui. Je pense qu'il faut faire un effort, puis il faut que ça finisse, donc...
Je sais que ça va frustrer beaucoup de personnes, mais oui, je dirais que je suis en accord. D'après moi, non. Mais en même temps, possiblement que oui. Pour quelle raison? Parce que je trouve que pour ceux-là qui peuvent pas avoir le passeport vaccinal, c'est pas pour eux autres qui s'en privent. A dit pour les épiceries, donc le ministre Dubé a dit qu'il n'était pas question pour ça là, pour l'instant. C'est rassurant, voilà. Merci beaucoup, Adi. Je t'en prie. D'ailleurs, le taux de positivité est de 30 % présentement au Québec. Voici les derniers chiffres, les hospitalisations qui continuent d'augmenter. On approche la barre des 2000 en raison des 203 nouveaux malades qui s'ajoutent au total. Il y a 207 personnes qui sont aux soins intensifs et on rapporte 26 décès. Pour ce qui est pour le bilan quotidien, le nombre total de nouveaux cas s'élève à 15 874, mais c'est sans compter les personnes qui n'ont pas pu se faire dépister. Je vous rappelle que les tests PCR sont maintenant réservés à certaines catégories de personnes. Alors voilà, c'était cette conférence de presse qui a été présentée, qu'on vous a présentée, donc conférence de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, ministre québécois. On se laisse là-dessus. C'est tout pour ce tour de l'information. Le Téléjournal Midi